Si je vous dis volute, chevalet, éclisse ou cordier par exemple, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Bien, aujourd'hui, on va faire de la lumière sur les différentes parties d'un violon dans notre série La vie d'un violon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-François McDonald, je suis fondateur de milledorviolon.com, une école de violon sur le web, et je suis en compagnie aujourd'hui de Olivier Perrault. Bonjour Olivier. Salut Jean-François. Olivier, tu es luthier à la Maison du violon. Oui. Puis aujourd'hui, tu vas nous aider à pouvoir apprendre les différentes parties du violon. Donc, commençons directement. Est-ce que tu pourrais aller nous chercher un violon? Oui, absolument. Regarde, on va lui prendre celui-ci. On va aller de haut en bas. La partie du haut qui est comme iconique, si tu veux, sur le violon, ça s'appelle comment? C'est la volute. Donc, son nom évocateur, donc on est dans un système circulaire. Donc, la tête est là pour pouvoir occasionner non pas une beauté à l'instrument, mais surtout un poids. Ce poids-là est vraiment important pour justement la sonorité de l'instrument, mais surtout, et la fonction principale, c'est aussi de tenir les chevilles pour faire en sorte qu'on soit capable d'accorder l'instrument. Si on baisse un tout petit peu, il y a deux termes qu'on mélange un peu. Il y a le manche et la touche. Alors, le manche, c'est vraiment la partie donc, en bois, en érable, qui inclut aussi la volute. Et la touche, c'est vraiment la partie d'ébène. Elle tient son nom, c'est-à-dire où on met les doigts, où on touche la corde. Exactement. Donc c'est ça, donc c'est vraiment ce terme-là. Donc un bois très résistant, qui procure peu d'usure, il en procure quand même un petit peu, donc qui est plus durable dans le temps. Après ça, un peu plus bas, on a la caisse de résonance. Donc c'est composé comment, ça, cette caisse-là? Alors en fait, on a deux parties vraiment importantes. Donc la table d'harmonie, qui est là-dessus, qui est faite d'un bois relativement mou, qui permet justement de recevoir la vibration de la corde et de la complexifier. Et après, nous avons le fond, qui lui donc était derrière l'instrument, qui est d'un bois dur, qui permet justement de projeter le son de l'instrument. Donc, il a une fonction vraiment très, très spécifique. Et c'est relié, ces deux parties-là, par quoi exactement? Ah, alors ça, c'est vraiment le mot clé qu'on trouve nulle part ailleurs. Ce sont ce qu'on appelle les éclisses. Donc, les éclisses sont là pour donner le volume de la caisse de résonance, mais aussi qui ont une fonction de ressort, puisque là, ici, nous avons ce qu'on appelle le C, donc qui permet justement de pouvoir donner ce côté ressort pour pouvoir faire en sorte d'amplifier la vibration et de projeter. Et les éclisses font tout le contour du violon? Oui, tout le contour. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une seule pièce, c'est plusieurs pièces. On a 6 pièces, donc on a vraiment le haut, les C et le bas, donc x2, qui permettent justement de pouvoir donner ce volume-là. Et comment ils sont tout pris ensemble? Est-ce que c'est des vis? Est-ce que c'est des clous? Non, c'est collé avec une colle animale. Donc, à l'intérieur de l'instrument, nous avons ce qu'on appelle des blocs, donc des coins ici, qui justement réunissent les deux éclisses à ce niveau-là. Et ici, nous avons un tasseau et un autre tasseau pour justement faire en sorte qu'il y ait une structure solide pour planter le bouton, qui est la petite partie ici, mais planter aussi le manche qui va tenir. Si ces deux blocs-là n'existaient pas, le violon ne tiendrait pas. Et il faut dire aussi qu'il y a toute une question de pression pour faire communiquer le son à l'intérieur de l'instrument. Absolument. Donc, ça tient aussi par, il y a l'âme à l'intérieur, etc. Peux-tu nous expliquer tout ça? Étant donné que c'est quand même un petit volume, on voulait s'assurer qu'il y ait une grande projection. Donc c'est là que la voûte est née. Quand tu dis la voûte, qu'est-ce que c'est la voûte? La voûte, c'est vraiment le côté bombé de l'instrument à ce niveau-là, qu'on voit très bien ici, mais qu'on voit aussi sur le fond. D'accord? Donc, pour pouvoir faire travailler cette voûte-là, il fallait lui mettre une pression. Donc, c'est pour cette raison qu'on a un angle sur le chevalet, un angle de corde qui met une pression. Mais cette pression-là est quand même suffisamment forte. Donc, il faut pour la soutenir et faire un lien avec le fond. Donc, on a mis ce qu'on appelle l'âme, dans ce petit bâton de bois, qui est placé en général derrière le chevalet, du côté des aigus, pour soutenir la pression des cordes au niveau des aigus. Et du côté des graves, nous avons ce qu'on appelle la barre d'harmonie, qui est collée à l'intérieur, qui est comme une espèce de suspension de camion qu'on voit auprès des roues. Là. Donc, pour justement soutenir les graves et donner la projection également à ce niveau-là. Donc, l'âme à l'intérieur, ce petit bâton droit et la barre d'harmonie permettent justement de la transmission du son à l'intérieur de la caisse de résonance. Absolument. Puis ce qu'il faut préciser, c'est que l'âme est mobile, c'est-à-dire qu'on peut la déplacer. Et c'est important qu'on soit capable de la déplacer, étant donné que surtout au Québec, on a des variations d'humidité, de sécheresse entre l'hiver et l'été. Donc il faut qu'on soit capable de la déplacer, augmenter la tension, la diminuer, déplacer par rapport au chevalet pour pouvoir travailler le son et faire ce qu'on appelle un réglage de sonorité. Une autre partie du violon qui est vraiment mythique, c'est l'espèce de F qu'on voit, là, les espèces de trous comme ça. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'appelle, ça? En fait, spécifiquement, ce sont les ouïes. Alors là, on peut faire le lien avec le poisson, mais ça n'a rien à voir. C'est pas un filtreur, hein? Pas du tout. L'ouïe, en fait, c'est quelque chose, donc c'est cette partie-là, ici, qui est bien dessinée,
qui en fait est quelque chose d'essentiel. Ça n'est pas nécessairement une ouverture pour entendre le son, c'est une ouverture pour apporter de la souplesse et de la rigidité à la table d'harmonie. On a toujours l'impression que c'est par là que le son va sortir, par exemple. Donc, Non, pas nécessairement. En fait, l'idée là-dedans de l'EF, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des points de flexibilité, de soutien de structure, pour pouvoir faire que la table puisse vibrer d'une certaine manière et pouvoir déplacer le plus de molécules d'air pour pouvoir projeter le son. Si les ouïes étaient inexistantes, on aurait une table trop solide. Et à ce moment-là, on aurait un son qui serait beaucoup plus nasillard. Non pas parce que le son ne sortirait pas, mais parce que la table serait comme en espèce de fibrillation. Et donc, on aurait juste des harmoniques aiguës, peu d'harmoniques graves. Fascinant. Puis à partir de la corde, après, pour aller justement transmettre le son, on le dit, on a l'arme à l'intérieur, mais il y a aussi le chevalet. Qu'est-ce que c'est ça? Le chevalet est la pièce maîtresse, effectivement, parce qu'elle fait vraiment le lien entre la corde et la table. De la table par l'âme au fond. Le chevalet, donc c'est cette pièce-là ici, qui est quand même relativement petite, qui est relativement fine, un bois extrêmement dur, pas aussi dur que l'ébène, donc c'est de l'érable, mais un érable qui a poussé extrêmement longtemps. C'est-à-dire que bien souvent, le chevalet, c'est une pièce qu'on va prendre dans un érable qui a 200 à 400 ans. Non. Et qui a poussé dans une forêt souvent primaire, si on peut encore en trouver. Et pourquoi? Parce qu'il aura poussé en hauteur pour aller chercher la lumière. Et donc, les pores de pouce, c'est-à-dire ce qu'on compte quand on est gamin, tu sais, pour voir l'âge de l'arbre, bon, mais c'est ça, il faut que ce soit le plus serré possible. Ah, OK. À ce moment-là, donc ça augmente sa densité, absolument. Oui. Et donc, la structure va faire qu'il va être solide. Donc, on est capable d'aller chercher quelque chose d'assez fin. Pourquoi fin? Parce que plus il y a de bois, plus on va avoir un côté étouffé sur la projection de l'instrument et sur la clarté de l'instrument. Donc, il nous faut un chevalet qui soit assez fin, et qui va être aussi dégagé, donc ça c'est le travail du luthier pour le son, qui va être dégagé au niveau des ouïes, au niveau du cœur, pour aller chercher un son spécifique sur chaque instrument. Il y a un emplacement précis où aller placer le chevalet, c'est très important. Absolument. Dans un premier temps, il faut préserver une longueur de corde vibrante pour justement faire que chaque instrument ait le même doigté, dans le premier temps, mais surtout, c'est une place fondamentale pour justement optimiser la qualité vibratoire de l'instrument. Si on déplace un tout petit peu le chevalet, un peu en haut, un petit peu en bas, on change tout. Dis-moi si je me trompe, j'avais entendu un sixième. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que en général, je calcule la longueur de corde vibrante et je vais mettre un sixième de corde derrière le chevalet. Mais ce qui est le plus important, c'est que le premier repère qu'on doit voir, c'est le petit cran qui est ici, qui lui signifie la place du chevalet. Donc le cran intérieur des ouïes. Le cran intérieur des ouïes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'assurer que le chevalet soit vraiment pile poil au milieu, donc dans l'épaisseur. Et là, on va avoir probablement la place optimum pour le son de l'instrument. Après, il y a toutes sortes de calculs qu'on peut faire pour pouvoir aller chercher vraiment le bon point. Mais celui-ci, grosso modo, le cran, en général, il est placé pour dire « Tiens, mets le chevalet ici, ça va bien aller ». Donc ça veut dire que toutes les mesures de l'instrument ont été pensées. Ce n'est pas de l'improvisation. Et c'est pour ça que les violons ont souvent un aspect qui est très similaire parce qu'on veut être très précis pour optimiser la qualité de son. Absolument. Mais contrairement à l'alto, et je dois dire une chose, c'est que l'alto a donné naissance au violon. Contrairement à l'alto, où finalement les dimensions ont été très aléatoires, en fonction de ce que l'altiste voulait faire sonner. Donc les mesures n'étaient pas très fixées jusque 1980-90 à peu près. Le violon, lui, est défini très tôt. Donc le père Amati, Niccolò Amati, lui définit effectivement les proportions pour des velléités d'acoustique. Et Stradivari va lui changer complètement le modèle, va inventer l'instrument qui a des proportions telles qu'on voit aujourd'hui, avec un corps du haut plus petit que le corps du bas, et des C qui va être encore plus petit, donc qui vont permettre une espèce de rationalité pour que le violon puisse effectivement bien projeter et donner une couleur intéressante. Là, quand tu dis Stradivari, j'entends automatiquement Stradivarius. Est-ce que je fais erreur? Non, pas du tout. En fait, Stradivarius, c'est le nom de Stradivari, mais latinisé, où finalement, à l'époque, c'était noble de se faire appeler Stradivarius, Guarnerius, Amatus aussi, ça s'est dit à une certaine époque, etc. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Après ça, on a tous les accessoires de montage. Donc, on parle de, admettons, cordier, mentonnière, les cordes, etc. Pourrais-tu nous les présenter? Absolument. Donc, dans les accessoires, le plus facile, c'est la mentonnière parce qu'effectivement, on place le menton dessus. D'accord? Donc, la mentonnière, alors c'est un élément qui est essentiel parce que c'est elle qui va permettre au niveau ergonomie de faire que le musicien soit confortable. Deuxième point, après, nous avons le cordier. Le cordier soutient les cordes, son nom l'indique. Donc lui, c'est une pièce vraiment importante parce qu'il va définir l'écartement des cordes à ce niveau-là pour qu'il y ait une espèce de parallélisme jusqu'au chevalet. Le bois peut différer, peut avoir un élément
vraiment essentiel sur la qualité du son. Moi, j'ai déjà changé à un moment donné mon cordier et puis ça fait en sorte que c'est vraiment très léger et j'ai vu une grosse différence sur la qualité du son de mon instrument. En fait, on va travailler beaucoup le cordier dépendamment des instruments. Là, parfois, il y a des instruments qui vont avoir besoin d'un cordier très lourd. OK. Parfois, d'autres instruments, ça va être un cordier très léger. OK, donc ça dépend vraiment des instruments. Ça dépend vraiment des instruments et surtout du musicien qui est derrière, dépendamment de ce que le musicien va entendre et comment il joue aussi forcément. Et tout ça vient impacter la pression sur les cordes? En fait, le cordier lui-même, c'est au moment où il vibre que ça va impacter effectivement la pression, la qualité de la pression qui est mise sur la table. Si effectivement on a une essence relativement lourde avec beaucoup de densité, donc le mouvement va être décuplé et donc on va aller chercher plus de graves éventuellement. Ou parfois si on met par exemple du perlambouc, comme le bois de l'archet, à ce moment-là on va développer beaucoup d'harmoniques aiguës, mais également beaucoup de médiums et de graves. Donc ça dépend vraiment de la qualité du bois, mais aussi de sa densité qui va avoir un impact sur la vibration totale de l'instrument. Sur le cordier, il y a aussi ce qu'on appelle les tendeurs ou les ajusteurs. Qu'est-ce que c'est exactement? Absolument. Donc, en fait, c'est pour fignoler l'accord de la corde. Donc, on a commencé par les chevilles et on va terminer par le tendeur. Ceci dit, pour les personnes qui commencent, c'est toujours plus facile d'avoir des tendeurs sur toutes les 4 cordes pour pouvoir justement s'accorder plus facilement avec les tendeurs. Du point de vue d'un professeur, moi j'ai tendance quand même à suggérer des cordiers avec 4 ajusteurs. C'est beaucoup plus facile, comme tu disais, pour s'accorder. Puis aussi, de plus en plus, on voit ces cordiers-là qui deviennent de plus en plus légers aussi. Oui, absolument. En fait, ça crée la facilité aux musiciens et puis on est capable de pouvoir gérer effectivement une bonne qualité sonore avec quoi qu'on en dise parce qu'auparavant, c'était des tendeurs qui étaient ajoutés. Il y avait un poids monumental et ça n'est plus, quoi. Oh oui, puis ça claquait ensemble. Ah, c'était l'enfer, ouais. C'était épouvantable. Après ça, on a les cordes en tant que telles. Donc, les cordes, on les connaît, sol, ré, la, mi, du plus grave au plus aigu. Du plus grave au plus aigu. Puis ce qui est intéressant, c'est que la corde a quand même une belle histoire, en ce sens qu'au départ, on a commencé avec du boyau de brebis, torsadé. De brebis? Oui, c'est ça, torsadé. Et donc, avec l'évolution, parce qu'on voulait plus de projection, les salles étaient de plus en plus grandes. Donc, petit à petit, on a commencé à les filer. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le centre de la corde était toujours du boyau, mais on a commencé à mettre de l'argent, de l'aluminium, de l'or aussi. Pour la projection. Pour la projection, jusqu'à ce qu'on arrive à ce que certaines cordes, comme le mi, c'est de l'acier pur, ou parfois de l'or pur. Des fois de l'or, oui. Et les autres cordes, c'est souvent d'une matière plastique, donc du perlon, qui va être filé d'une certaine manière avec certains types de tension pour pouvoir aller chercher certains types de timbres, de couleurs ou de projection. Ça a beaucoup évolué. On a des cordes synthétiques, des cordes de métal, etc. Donc, c'est vraiment un univers, là, les cordes. C'est un univers en soi, absolument. Puis tout ça est tenu par les chevilles qui, elles, vont permettre effectivement de fixer l'accord dans un premier temps et aussi s'accorder. Donc ça, c'est prépondérant. Il reste ensuite le bouton. Hein? Le bouton, qu'est-ce que c'est? Alors, le bouton, c'est une toute petite pièce qui est primordiale étant donné que planté dans le tasseau, comme j'ai expliqué auparavant, permet de tenir toute la tension des cordes jusqu'aux chevilles. Et ça, c'est tenu par quoi? Est-ce que c'est vissé dans le violon? Non, en fait, c'est un cône qui, justement, va se bloquer de lui-même du fait qu'il est ajusté également dans un cône. Il y a aussi une partie sur le violon qui s'appelle le sillet. Absolument, il y a même 2 sillets. Ah oui, donc, on a le sillet du haut et le sillet du bas. Donc, en fait, le sillet du haut a pour fonction de pouvoir surélever les cordes de manière à ce que, justement, il n'y ait pas de buzz. Et le sillet du bas, lui, il a pour fonction de pouvoir gérer la qualité de l'angle. Et autre chose qui n'est pas nécessairement le violon en tant que tel, mais c'est ce qu'on appelle l'épaulière. Et ça vient se placer derrière le violon. Oui. Bien, je vais en profiter si tu veux. Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours une portion ici qui vient creuser vers les accroches. Donc, là où ça creuse vers les accroches, bien, à ce moment-là, on vient le positionner à droite lorsqu'on regarde le violon. On vient accrocher comme ça ici et de l'autre côté, on glisse. Et souvent, je te dirais, là, un peu en angle comme ceci. On va avoir le côté droit, d'habitude, 90% des musiciens, un peu plus haut que le côté gauche. Et ça permet après ça d'aller mettre sur l'épaule comme ceci. Oui, l'épaulière a vraiment un rôle important dans la posture, mais aussi un rôle dans le son. Parce que forcément, il y a un étriquement qui se fait. Alors, dépendamment de comment elle est ajustée, si l'étriquement est trop fort, probablement qu'on va avoir une projection plus intéressante ou on va carrément étouffer l'instrument. Donc, et puis, dépendamment de la place aussi, au niveau sonore, on peut avoir effectivement un effet. C'est assez fascinant, je dois dire. Olivier Perrault, merci beaucoup pour ton expertise aujourd'hui. Merci à toi, Jean-François. Donc, ton site web pour aller te contacter? maisonduviolon.com. Oui, et si vous avez des besoins pour ce qui est de l'archet, il y a Richard Morancy de l'Archeterie Morancy qui est disponible sur archet.ca. Si vous avez besoin d'aide pour apprendre le violon, bien, on vous invite à visiter mildorviolon.com, qui est une école de violon sur le web. Prochaine capsule, on se penche sur les matériaux utilisés pour la fabrication du violon.